Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 5. Donc dans cette deuxième capsule, on va voir d'autres réactions d'addition sur des alcènes. Donc on va voir deux nouvelles réactions. Les deux réactions qu'on va voir ont des similarités avec la première que je vous ai présentée, soit l'addition de HX dans la première capsule. Sauf qu'il va y avoir des petites modifications, des petites particularités dans ces nouvelles réactions. Mais la façon dont les réactions fonctionnent va être quand même très très similaire dans le mécanisme. Il va peut-être avoir une étape de plus ou une étape différente, mais dans l'ensemble, ça se ressemble beaucoup. Donc, même si, généralement, ce que moi je vous recommande, c'est que lorsque vous allez étudier, il va y avoir quand même un petit peu de par cœur à avoir, donc à apprendre un petit peu par cœur certaines réactions. Mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur tous les types de réactions, puisqu'il y a beaucoup de réactions qui vont quand même se ressembler dans leur fonctionnement. Donc, ce que je vous recommande, c'est plutôt que d'apprendre toutes les réactions par cœur, d'y aller vraiment avec la logique. Une fois que vous avez appris une réaction ou comment la réaction fonctionne de façon générale, comme par exemple si vous avez appris comment les réactions d'addition électrophile fonctionnent, après ça, vous allez utiliser votre logique sur, OK, qu'est-ce qui est additionné en premier, c'est quoi qui réagit avec quoi, puis vous allez pouvoir l'appliquer sur les différentes réactions que je vais vous montrer. Évidemment, il va y avoir les particularités à quand même connaître, comme par exemple, lorsque je vais vous montrer la prochaine réaction, c'est l'addition d'eau en milieu acide, qu'on appelle aussi hydratation. Donc ça, c'est un terme que vous avez peut-être déjà vu, là, hydratation, dans votre cours de biologie, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de réactions dans le corps humain qui utilisent l'hydratation ou la déshydratation. Donc l'addition d'eau en milieu acide se passe par un mécanisme qui va utiliser 3 étapes. Les 2 premières étapes sont très similaires à celles qu'on a vues pour l'addition de HX. La dernière, c'est une étape supplémentaire parce que notre réaction, le mécanisme, va devoir passer par un intermédiaire qui est chargé positivement. Donc, contrairement à HX où on avait par exemple Br- qui va attaquer le carbocation, dans le cas où on va avoir l'addition d'eau, ça va être la molécule d'eau qui va attaquer le carbocation. Fait qu'il va y avoir une étape de plus pour enlever un des hydrogènes qui est de trop pour pouvoir obtenir notre produit final à la fin. Je vais vous montrer dans quelques instants. Mais en gros, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va utiliser du HCl ou du HBr ou peu importe quelle source de H acide. Donc ça peut être HCl, ça peut être HBr, ça peut être aussi H2SO4. Donc peu importe quel acide fort vous utilisez, vous allez l'utiliser comme catalyseur. Donc ici, le 10% veut dire qu'on l'utilise en très petite quantité. Donc c'est notre catalyseur ici. Le H2O va nous servir comme réactif. Donc c'est vraiment le réactif qui va être très important dans la réaction. Et c'est en même temps notre solvant, parce que l'eau permet de solubiliser beaucoup de molécules. Donc, en plus d'être le réactif, c'est un solvant quand même intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a une première réaction qui se produit avant même que l'alcène soit en présence de notre réactif. Dès qu'on met du HCl dans l'eau, vous devriez savoir tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein? Il y a une réaction qui se produit entre l'acide et l'eau pour former des H3O+. H3O+, avec des Cl-. Mais ce qui va être vraiment important, c'est que lors de la réaction, ce qu'on va au final ajouter, c'est juste une molécule d'eau. Parce que le catalyseur, lui, il va être il ne sera pas ajouté à la molécule, il va être réutilisé constamment. Donc, la molécule d'eau va s'ajouter sur une molécule d'alcène. Donc, on va briser la double liaison, comme on a vu dans l'addition de HX. Donc, on va se retrouver avec un lien simple. Puis, on va additionner hydrogène d'un côté, puis OH de l'autre côté. Donc, ce qu'on va former, c'est un alcool. Donc, on forme un lien avec un H d'un côté sur un des carbones de la double, OH sur l'autre carbone qui avait la double liaison au départ. Donc, on va avoir ça dans tous les cas ici. Donc,
Dès qu'on prend la double liaison, on ajoute un acide fort dans de l'eau, en très très petite quantité, l'acide fort, hein, contrairement à juste ajouter HL en très très grande concentration, quand on avait fait l'addition de HX. Ici, on a très très peu de HCl. Donc, c'est pas lui qui réagit, c'est vraiment l'eau. Donc, on additionne H sur un des carbones à la double, puis OH sur l'autre. Donc, pour l'instant, les deux premières, ainsi que les deux autres exemples que j'ai ici, ce sont des alcènes qui sont symétriques. Donc, comme on a vu précédemment, les alcènes symétriques, ça n'a pas d'importance si vous avez ajouté votre H sur un des carbones, puis le OH sur l'autre, ou vice-versa, ça revient au même produit à la fin. Donc ici, je vais ajouter ma molécule d'eau. Donc, c'est vraiment l'addition d'eau. OK? C'est pas l'addition de HCl qu'on fait ici, c'est l'addition d'eau sur l'alcène. Donc, H sur un côté, OH sur l'autre carbone. Même chose dans ce cas-ci. Donc, H sur un côté, OH sur l'autre. Dans les différentes molécules que je vous présente ici, il y a celle-ci qui est la seule qui va avoir un carbone qui est asymétrique à la fin, donc un carbone chiral. Donc, en réalité, ici, il faudrait indiquer la 3D pour le OH. Je vais vous en reparler plus tard dans la fin du chapitre 5. Pour l'instant, comme j'ai dit au début, je veux d'abord vous présenter les réactions avant d'introduire la 3 dimensions qui est une complexité supplémentaire. Donc pour l'instant, ça c'est juste avec des alcènes symétriques. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand je prends un alcène asymétrique? Comme j'ai vu lorsque j'ajoutais juste HX, ben, il y avait une règle qui s'appelle la règle de Markovnikov qui me dit que je dois passer par le carbocation le plus stable. Ben, cette règle-là s'applique aussi pour l'addition en milieu acide. Ça veut dire, quand j'ai deux possibilités, je peux ajouter mon H sur un carbone puis le OH sur l'autre, comme ceci. Donc, ça, c'est la première possibilité. Donc, j'ajoute le H sur le carbone qui est ici au bout. Ça me forme un carbocation sur l'autre carbone. Donc, ça va être un carbocation tertiaire. Ou encore, le contraire, j'ajoute mon H ici sur le carbone comme au centre. Ça forme un carbocation sur le carbone au bout. Ça me donnerait cette molécule-là à la fin, lorsque l'eau va être ajoutée. Mais si je fais ça, je vais passer par un carbocation qui est primaire. Donc, je vais toujours préférer le carbocation le plus stable, carbocation, par exemple, ici, tertiaire. Donc ça, la règle de Markovnikov s'applique aussi pour l'addition d'eau en milieu acide. Donc, je vous montre le mécanisme de cette réaction-là avec l'alcène que je viens de vous présenter, l'alcène qui est non symétrique. Donc, il y a un côté qui est préférable. Donc, la première chose que je vous dis, c'est que dès que vous avez HCl dans l'eau, il faut former vos H3O+. OK? Donc, ce que vous avez votre alcène qui est là au départ, mais avant de faire réagir votre alcène avec, par exemple, HCl ou avec de l'eau tout de suite, vous devez considérer qu'est-ce qu'il y a dans le milieu qui a peut-être réagi avant que l'alcène se présente. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous rappelle que, donc premier élément que je veux vous rappeler, c'est que dans la réaction, les molécules organiques de départ, comme l'alcène, c'est ce qu'on appelle le substrat. Fait que, à partir de maintenant, je vais essayer d'utiliser la terminologie normale, ça veut dire le substrat, c'est la molécule organique avec laquelle on part. Les autres molécules qu'on ajoute sont appelées généralement les réactifs, puis vous avez votre molécule à la fin organique qui est votre produit. Les autres produits qui sont inorganiques ou non intéressants pour nous, généralement, on peut les écrire, mais on les écrit pas toujours. Ça veut dire que s'il y a des Cl- qui vont être produits ou quoi que ce soit, je ne vais pas l'indiquer nécessairement. Dans le cas où, par exemple, on utilise du HCl 10%, juste vous notez que ça veut dire que c'est en quantité catalytique. Donc, si vous voulez vous le noter, moi, je vous recommande dans la diapositive de départ avec les présentations de qu'est-ce que la réaction donne comme produit, vous pouvez vous noter que lorsque vous avez HCl 10% ou H2SO4 catalytique, c'est que c'est en quantité catalytique. Donc, des fois, c'est juste indiqué entre parenthèses CAT pour catalytique ou encore en pourcentage qui veut dire très très petite quantité. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec le HCl dans l'eau? Je vous rappelle qu'il y a une réaction entre une base et un acide. Donc, l'acide fort réagit tout de suite avec l'eau pour former des H3O+. Donc,
il y a comme une première réaction qui se produit. Cette réaction-là n'est pas considérée dans les 3 étapes de l'addition d'eau en milieu acide. C'est comme une réaction comme préliminaire qui se fait dès le début, avant même qu'on ajoute notre substrat, notre alcène. Donc, l'eau va chercher le H acide, libère des Cl-. Donc, on se retrouve avec H3O+, puis Cl-. Mais les Cl- vont être en très, très petite quantité, fait qu'ils ne vont pas vraiment réagir par la suite. La portion qui est vraiment importante, c'est le H3O+. Donc, mon H3O+, c'est vraiment mon réactif pour débuter la réaction d'addition d'eau en milieu acide. C'est vraiment H3O+, qui est important. On ne part pas avec la molécule d'eau, on part avec H3O+. Donc, une molécule d'eau qui a déjà réagi avec mon acide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va aller faire réagir. Maintenant, on a un vrai électrophile, parce que la molécule d'eau, sans avoir été chercher le H acide, l'eau, c'est pas assez électrophile pour que notre nucléophile, qui est l'alcène, puisse réagir. Par contre, H3O+, c'est très électrophile. Donc, les H sont nos sites électrophiles. Donc, un des 3 H, on va venir réagir donc avec l'alcène pour venir chercher un de ces H-là, puis donner les électrons du lien vers l'oxygène. Okay? Donc, la flèche, elle pointe peut-être un petit peu à côté, là. Elle devrait pointer vraiment vers l'oxygène. Donc, il y a la possibilité d'ajouter le H sur soit le carbone au bout ici, donc le carbone qui a le plus d'hydrogène sur l'alcène, qui respecte la règle de Markovnikov. Pourquoi? Parce que ça va nous donner le carbocation ici au centre, qui est un carbocation tertiaire. Mais je peux aussi passer par un intermédiaire différent en ajoutant le H, donc les mêmes flèches réactionnelles, là, en fait, les mêmes flèches de mécanisme. Même si ici, je l'ai mis plus proche du carbone, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Vous pouvez toujours partir des mêmes flèches. Où je vais avoir le carbocation qui va être placé au bout ici, parce que mon hydrogène, je l'ai ajouté dans ce cas-ci en bleu, dans le centre. Donc, ça me donne ici un carbocation qui est primaire. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'étape où on va prendre notre molécule d'eau. Donc, on a libéré de l'eau ici en utilisant le H3+. Donc, une molécule d'eau qui peut provenir de la première étape, ou encore, vu que c'est notre solvant, il y a plein de molécules d'eau. Il y a une mer de molécules d'eau. Donc, une des molécules d'eau va venir réagir avec le carbocation. Pourquoi c'est une molécule d'eau et non pas, par exemple, le Cl-? C'est parce que, vu qu'on en a une quantité énorme de molécules d'eau, c'est probablement cette molécule-là qui va voir en premier le carbocation, donc qui va réagir en premier. Ça va nous donner donc la molécule suivante. Sauf que ça, c'est pas une molécule qui est neutre. C'est encore chargé. Donc, il y a encore une étape supplémentaire parce qu'on veut, à la fin, un produit qui est neutre. Donc, la molécule d'eau, vu qu'elle est neutre puis qu'elle s'ajoute sur un carbocation, il va avoir au total encore la charge plus qui va traîner. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a une étape supplémentaire qui est l'étape suivante. Donc, une autre molécule d'eau. Pourquoi une autre qui apparaît? C'est parce que c'est mon solvant. Okay? J'en ai une grande quantité. Fait qu'il y a une autre molécule d'eau qui va venir chercher le H qui est ici, qui est acide. Donc, une base vient réagir avec un acide, donc un nucléophile vient réagir avec un électrophile. Puis, on va redonner les électrons vers l'oxygène, ce qui va enlever la charge plus. Évidemment, quand on fait ça, molécule d'eau qui vient chercher un H, ça forme des H3O+. Donc, les H3O+, qu'on a utilisés au départ sont reformés à la fin dans la dernière étape. Donc, c'est pour ça que c'est un catalyseur. La molécule d'eau qui vient chercher le H reforme le catalyseur de départ qui est mon H3O+ en réalité. Donc, pour donner la molécule suivante. Donc, ça, c'est les 3 étapes pour obtenir ici le produit majoritaire parce qu'on passe par le carbocation le plus stable. Maintenant, dans votre manuel, parfois, ce qu'on va avoir, c'est que plutôt que d'écrire la 3e étape de façon détaillée, ce que moi, je vais vous demander de toujours faire, je veux toutes les étapes. Parfois, ce qu'ils vont faire, c'est que dans le manuel, ils vont juste écrire "-H+" pour dire que cette étape-là, de retirer un H+ de la molécule, qui est une étape qu'on appelle de déprotonation, c'est une étape qui revient souvent dans plusieurs réactions. Ben, cette étape-là, elle est comme simplifiée en écrivant "-H+".
Sauf que, moi, je ne veux pas que vous utilisiez cette terminologie-là. Je veux absolument voir le mécanisme au complet. Donc ici, même si je l'ai mis comme ça, pour vous le montrer, qu'est-ce que ça voulait dire, moi, je veux toujours l'avoir au complet, avec même la dernière étape. Puis je veux bien voir que c'est une molécule d'eau qui vient chercher la H+. Qu'est-ce que moi, j'aime pas de votre manuel? C'est que votre manuel va parfois juste faire partir des H+, tout seul dans le vide comme ça, sans qu'une molécule vienne le chercher. Donc, il va juste dessiner cette flèche-ci, sans dessiner une flèche qui proviendrait d'un atome comme un oxygène qui vient chercher le H qui est acide. Moi, ça me dérange vraiment beaucoup que le manuel fasse partir des H+, dans le vide. Donc, ne faites pas cela à l'examen ou dans les devoirs. Je veux absolument voir toutes les flèches comme je les présente ici dans le mécanisme en rouge. Dans le bleu, c'est un raccourci que je ne veux pas voir utiliser, même si le manuel l'utilise. Je veux voir tout le mécanisme au complet. Si après 1000 fois que vous avez fait 1000 réactions avec des déprotonations, là, on va pouvoir commencer peut-être à en parler du fait qu'on peut un petit peu résumer certaines réactions en utilisant des abréviations telles que -H+, qui veulent indiquer la dernière étape de déprotonation. Mais d'ici là, en chimie organique 1, je ne m'attends pas à ce que vous ayez atteint cette quantité de réactions-là, que vous avez vu autant et vous ayez une telle compréhension de qu'est-ce qui se passe dans la dernière étape de déprotonation. Fait que je veux le voir. Je veux voir cette dernière étape-là en détail. Donc ça, c'est la réaction d'addition d'eau en milieu acide. Ça nous donne, au final, un alcool. Puis dans le cas qui est ici, c'est celui-là qui est le majoritaire, tandis que lui est le minoritaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place de l'eau? C'est qu'on peut faire l'addition de quelque chose de très très similaire, un alcool en milieu acide. C'est presque identique à l'addition d'une molécule d'eau en milieu acide. Donc la réaction que je viens de vous présenter avec l'eau dans le milieu acide, on peut le faire, plutôt que d'avoir H2O, je vais avoir ROH. C'est quoi la différence? C'est qu'à la place d'avoir HOH, maintenant j'ai une chaîne de carbone. Donc il n'y a pratiquement pas de différence. La seule chose qui change, c'est que j'ai une chaîne de carbone. Donc à la fin, ma molécule que je vais obtenir, mon produit, ben, à la place d'avoir un alcool, je vais avoir un éther. Donc j'ai deux possibilités ici avec l'alcène de départ que j'ai ici, donc mon substrat. Je peux avoir soit cet éther-là ou cet éther-ci, mais comme j'ai présenté avec toutes les réactions depuis le début d'addition électrophile, il y a la règle de Markovnikov qu'on doit utiliser qui nous dit que je dois passer par le carbocation le plus stable. Puis dans ce cas-ci, le carbocation le plus stable, c'est celui qui va être tertiaire. Donc je vais ajouter mon OR et non pas le OH. Donc ça, c'est la seule différence entre ajouter un alcool en milieu acide par rapport à ajouter de l'eau en milieu acide. C'est qu'à la place d'ajouter OH sur la molécule, j'ajoute un O. Puis R, c'est ma chaîne de carbone. Donc, ça veut dire, ça dépend de c'est quoi mon alcool de départ. Si j'ai un CH3OH, ben, ça va être OCH3. Si j'ai CH2CH3, ben, ça va être OCH2CH3. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le mécanisme, mais c'est le même que tantôt. La différence avec le mécanisme qu'on avait précédemment, c'est que tantôt, j'ai montré que l'eau en milieu acide, ça réagit comme ça. Ben, un alcool en milieu acide, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'à la place d'avoir 2 H au départ, j'ai un H puis une chaîne de carbone R. Donc, à la fin, ma molécule, au lieu d'être H3O+, ça va être ROH2+. Mais ça, ROH2+, c'est similaire à H3O+. C'est pratiquement la même chose. Donc, que j'ai H2O avec H3O+, ou R au ROH2+, ça revient au même. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit considérer. Maintenant, une fois qu'on a considéré cette étape-là de l'acide avec l'alcool, ça, c'est notre réactif réel pour la première étape de la réaction. Donc ici, j'ai le mécanisme sous la forme
plutôt que stylisé, c'est une forme semi-développée. Moi, j'aime pas trop ça, que vous utilisez cette forme-là. C'est par contre un mécanisme que j'ai tiré directement de votre manuel, donc je voulais vous présenter, mais moi, je préfère que vous utilisez toujours le mode stylisé pour écrire les molécules. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va avoir d'abord l'alcène qui va venir chercher le H, un des deux H, puis on va donner les électrons du lien vers l'oxygène. Donc, on va libérer une molécule de ROH, donc notre alcool. De toute façon, on est aussi dans un solvant de ROH plutôt que l'eau. On utilise l'alcool comme solvant. Donc, ça va nous former. Le H va venir s'installer sur le carbone du bout, donc on va avoir CH3. Puis le carbocation va être formé sur l'autre carbone de la double, donc le carbocation au centre, donc ça va nous donner un carbocation secondaire dans ce cas-ci. Donc là, la règle de Markovnikov s'applique, c'est pour ça qu'on a mis le H sur le carbone du bout, celui qui avait le plus de H sur la double liaison. Et par la suite, l'alcool vient s'additionner sur notre carbocation. Donc ça, ici, ça va nous donner cet intermédiaire-là, qui est pratiquement la dernière étape, OK, où je vais venir chercher avec une autre molécule d'alcool. Donc, comme tantôt, on avait une autre molécule d'eau. Ici, c'est une autre molécule d'alcool qui vient chercher le H qui est de trop à la fin et va redonner les électrons vers l'oxygène pour nous donner l'éther à la fin qui est lié sur le carbone ici, qui est au centre. Donc, j'ai présenté les deux réactions, addition d'eau, addition d'alcool en milieu acide, mais de façon générale, c'est très similaire. Alors, donc la différence, c'est qu'ici, on forme un éther, tandis que tantôt, avec l'eau, on formait un alcool à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander d'écrire le mécanisme réactionnel complet de l'addition d'éthanol. Donc, la molécule d'éthanol, vous devez savoir à quoi ça ressemble. En milieu acide de HCl. Donc, ici, je l'aurais pu le préciser, milieu d'HCl catalytique, donc très peu de quantité, sur le 2-méthylpente-2N. Et je veux seulement le mécanisme pour le produit majoritaire. Je ne veux pas pour le produit minoritaire, juste le majoritaire. Alors, normalement, vous devriez être capable de décortiquer ces informations-là par rapport à la nomenclature, être capable de dessiner une molécule, puis me dessiner le mécanisme complet. Donc, je veux les 3 étapes. Si vous voulez, vous pouvez écrire aussi le mécanisme pour l'étape préliminaire, hein, parce qu'il y a une étape qui doit se faire en premier, qui se produit entre l'éthanol et le HCl. Donc ça, c'est la première chose que vous devez considérer avant de faire la réaction d'addition directement sur l'alcène. Donc je veux que vous m'écrivez le mécanisme complet. Donc vous pouvez mettre la vidéo à pause, puis au retour, vous allez avoir la réponse de ça. Alors, je vais vous montrer la réponse pour cet exercice. Donc, comme je vous dis, la première chose que vous devez considérer, c'est toujours avoir la réaction de notre éthanol avec le HCl. Pourquoi? Parce qu'on va faire d'abord une solution de HCl dans l'alcool. C'est ça qu'on veut dire par le milieu réactionnel. C'est ce qu'on va mettre d'abord comme réactifs ensemble. Donc, généralement, avant d'ajouter l'alcène, donc notre alcène qui est le 2-méthylpente-2N, qui est le suivant, donc cet alcène-là, avant de le faire réagir avec les deux réactifs, il y a déjà quelque chose qui se passe entre ces deux réactifs-là. Donc, on va former une espèce qui est similaire à H3+, mais à la place d'avoir 3 hydrogènes, on a une chaîne de carbone. Ici, un CH2CH3. Donc, qui provenait de l'éthanol. Donc, l'éthanol vient chercher le H, on libère les Cl-, mais les Cl-, eux, sont très dilués, donc on ne les verra pas lors de la réaction. Donc, maintenant qu'on a notre réactif qui est vraiment celui qui va réagir au départ, donc ça, c'est notre électrophile, on le fait réagir avec notre nucléophile qui est l'alcène. Donc, l'alcène vient chercher un des deux H, ici, de notre alcool protoné, donc l'alcool qui a un H supplémentaire. Donc, on vient chercher le H, on redonne les électrons vers l'oxygène pour reformer l'alcool de départ, donc notre éthanol.
Donc là, ce qui va arriver, c'est que le H va s'ajouter sur un des deux carbones. Je vous rappelle, la règle, c'est de former le carbocation le plus stable, donc vous devez regarder. Si j'ajoute mon H ici, ça forme un carbocation secondaire, tandis que si j'ajoute mon H sur le carbone qui est là, ça forme à l'autre endroit un carbocation tertiaire, c'est plus stable. Donc c'est pour ça que je vais avoir le carbocation ici. Donc le H est ajouté au carbone qui est ici à votre droite. OK, donc le carbone qui avait la double liaison, donc celui-là. Donc la prochaine étape, c'est de prendre une molécule d'éthanol, donc soit celle qui a été reformée ici, dans la première étape, ou une autre, parce qu'on est dans une mer d'éthanol. Donc une des molécules d'éthanol va venir réagir avec le carbocation. Donc l'oxygène, donc on part toujours des doublets d'électrons vers le carbocation. Ça, c'est cette étape-là. Maintenant, la dernière étape, l'étape supplémentaire qu'on n'avait pas vue dans le cas des HX, mais qui est présent pour l'eau en milieu acide ou les alcools en milieu acide, c'est l'étape de déprotonation. Donc, l'étape de déprotonation, c'est de prendre une autre molécule. Dans le cas qui est ici, vu que c'est l'addition d'alcool, c'est une autre molécule d'alcool, donc d'éthanol, qui vient chercher le H qui est de trop dans l'intermédiaire qu'on a lorsque l'alcool réagit avec la carbocation. Donc ici, le O il est positif, fait qu'on ne veut pas l'avoir positif, on veut l'avoir neutre. Donc on va venir chercher le H qui est de trop. Donc c'est un H qui est acide. Donc qu'est-ce qui va arriver, c'est que lors de cette réaction-là, on va reformer la molécule qui va être un électrophile pour une autre réaction avec un autre alcène. Donc on va recontinuer. Donc c'est un processus catalytique, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup de HCl, c'est que lors de la réaction, on va reformer de notre réactif qu'on a besoin pour pouvoir repartir un nouveau cycle des trois mêmes étapes. Et l'autre produit qui nous intéresse, c'est ce produit-ci, donc c'est notre éther qu'on va avoir à la fin, donc l'oxygène qui est placé sur le deuxième carbone avec CH2CH3 parce que c'est l'éthanol. Donc ça, c'est les 3 étapes, plus évidemment l'étape préliminaire qu'il ne faut quand même pas oublier, mais vous n'êtes pas obligé de la dessiner cette étape-là lorsque vous faites le mécanisme, c'est juste se souvenir. Mais si vous voulez vous l'écrire parce que vous ne voulez pas vous l'oublier, cette première étape-là, c'est comme vous désirez. Mais si vous me dessinez juste ça comme mécanisme, j'accepterai. Donc les 3 étapes qui sont là pour obtenir le produit à la fin. Alors, je reviens à la présentation. Donc ça complète pour l'exercice 2. Maintenant, je vais vous présenter une autre réaction qui est l'addition de X2. Donc, l'addition de X2, un petit peu différent par rapport à l'addition de HX ou l'addition d'eau en milieu acide ou l'addition d'alcool en milieu acide. Il y a une petite différence, c'est que lorsqu'on va ajouter des X2, ça va passer par un mécanisme en 2 étapes. Donc, dans Euro, ça semble être similaire avec HX. Je vais vous expliquer qu'il y a une petite différence dans le mécanisme. Par contre, pour ce qui est de qu'est-ce que ça donne comme produit, ça va pas mal ressembler à ce qu'on s'attendrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends notre alcène, qu'on le fait réagir avec un X2, les X2 qu'on va utiliser le plus fréquemment, c'est soit Cl2 ou Br2. Donc, c'est les plus fréquents qu'on va utiliser, donc des halogènes qu'on va utiliser là pour additionner sur des alcènes ou encore sur des alcynes. On va voir ça un petit peu plus tard dans le chapitre 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va ajouter ces deux halogènes-là sur chaque carbone de l'alcène. Donc, on va ajouter un chlore sur un des carbones, puis l'autre chlore sur l'autre carbone, et on retire la double liaison. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce mécanisme-là va faire en sorte que lorsque les chlores ou les bromes s'ajoutent sur les carbones qui avaient la double liaison, ça va toujours s'ajouter de façon à se positionner de façon ce qu'on appelle les faces opposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ajoute, par exemple ici j'ai Br2 qui va s'additionner sur l'alcène qui est là. Il y a un des Br qui va être, par exemple, en avant et l'autre va être en arrière. Ou vice-versa. Donc, en arrière,
puis l'autre en avant. Toujours de façon opposée. Donc, c'est une addition qu'on appelle anti. Donc là, je suis un petit peu obligé pour cette réaction-là à vous présenter la 3 dimensions parce qu'elle est quand même importante dans le fonctionnement de la réaction en tant que telle. Donc, lorsqu'on ajoute Br2 ou Cl2, les deux chlores ou les deux bromes s'ajoutent de façon opposée. Ça veut dire qu'il y en a un qui va être en avant, l'autre va être en arrière, et vice-versa. Donc, je vais avoir 2 possibilités. Donc, généralement, je vais avoir 2 énantiomères et il n'y a pas un qui est préféré par rapport à l'autre. Donc, dans le cas qui est ici, qu'est-ce que j'ai? J'additionne les 2 chlores sur l'alcène qui est ici dans le cycle. Donc, je vais avoir un chlore vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Ou le contraire, le chlore vers l'avant puis l'autre vers l'arrière. Les deux sont possibles. Donc, je peux avoir les deux de dessinée. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard sur qu'est-ce que moi je m'attendrais lorsque je vais parler un petit peu plus en détail de la 3 dimensions. Pour l'instant, je vous présente la réaction. Oui, je vous présente un petit peu la 3 dimensions, mais je vais avoir plus de détails par la suite. Dans le cas qui est ici, oui, la 3 dimensions a une importance parce que un BR va être vers l'arrière, l'autre vers l'avant, mais en réalité, puisque les deux carbones qui sont là ne seront pas des carbones qui sont chiro, même si j'ai mis la 3D, ça n'a pas d'importance. Donc, lorsqu'on va ajouter nos BR, oui, le fait que l'addition est sur des faces opposées, donc une addition anti, c'est un élément important de cette réaction-là, de l'addition de X2, mais si le produit à la fin, les carbones où j'ai ajouté mes bromes ou mes chlores ne sont pas des carbones asymétriques, bien, ça fait en sorte que la 3D n'a pas d'importance. Donc, dans le cas ici, j'ai mis la 3D, mais c'est pas important, j'aurais pu ne pas mettre de 3D, ça aurait été correct. Pourquoi? Parce que le carbone qui est ici et le carbone qui est là ne sont pas des carbones chiro à la fin. Par contre, dans le cas de cette molécule-là ou celle-ci, ce sont des carbones qui sont chiro, donc la 3D va être vraiment très importante. Donc, il faut la spécifier dans ces cas-là. Dans le cas qui est ici, j'ajoute le chlore, donc Cl2, sur un alcène. Donc ici, mon alcène, sur un des bouts, donc celui-là, j'ajoute mon premier chlore, puis sur l'autre, j'ajoute mon deuxième chlore, toujours opposés l'un à l'autre, donc un en avant, l'autre en arrière, ou le contraire. Évidemment, celui qui est ici, le chlore qui est là, il est sur un carbone qui a 2 hydrogènes. Donc, est-ce que la 3D est importante pour ce chlore-là? La réponse est non, hein, parce que c'est pas un carbone qui est chiral, parce que j'ai 2 hydrogènes, 2 fois le même groupement. Donc, le chlore qui est ici, la 3D n'a pas vraiment d'importance. Par contre, l'autre chlore, la 3D a une importance. Okay, j'ai la possibilité d'avoir le chlore soit vers l'arrière ou vers l'avant. En réalité, là, j'ai juste dessiné un des produits. La réalité, c'est que j'ai un autre produit. Donc, je devrais, dans tous les cas où j'ai plus qu'un produit, je devrais écrire plus énantiomère. Donc ici, je vais juste écrire plus énantio. La réalité, c'est que je devrais écrire ça pour le cas qui est ici aussi, puis le cas qui est ici aussi. Donc, si jamais j'ai plus qu'un énantiomère, je devrais toujours l'écrire, soit écrire plus énantiomère ou dessiner l'autre molécule. Donc, quand je vais faire des exercices tantôt, je vais vous les présenter vraiment avec l'énantiomère qui est possible d'avoir. Okay? Parce que la 3D est vraiment importante, surtout pour cette réaction-là. Maintenant, je vous présente une dernière molécule où il y a un alcène, mais vous pouvez voir, il y a un CH3 qui est ici en avant. Donc, la question qu'on peut se demander, c'est avec le CH3 qui est ici en avant, est-ce que ça change quelque chose? La réponse, c'est que le Br2 s'en fout du CH3 qui est là. Le CH3 qui est là va rester en avant. Donc, on va avoir le CH3 ici en avant, puis 2 possibilités. Soit le Br en avant ici, comme on l'a dessiné, avec le méthyle qui était déjà là sur l'alcène du cycle, bien, si le Br va en avant, le méthyle doit être poussé en arrière. Tandis que l'autre Br, puisque les Br s'additionnent de façon anti, l'autre Br doit être à l'opposé. C'est-à-dire que si lui, je l'ai mis en avant, l'autre doit être en arrière. Par contre, il existe une autre molécule. Donc, je devrais écrire plus une autre molécule
plus. Et là, l'autre molécule, je vais vous la dessiner. Donc, je vais vous la représenter ici. Moi, je vais juste changer ici. Donc, je vais vous la dessiner ici en bas. Donc, l'autre possibilité, c'est d'avoir le CH3 ici reste quand même en avant. Mais qu'est-ce qui va changer, c'est que le BR que je vais avoir ici va être un BR vers l'arrière, ce qui va faire en sorte que le méthyle doit être vers l'avant. Et l'autre BR, qui est là, doit être vers l'avant pour être opposé. Donc, parce que c'est une addition anti. Donc ça, c'est l'autre molécule que je devrais écrire. Donc je dois avoir ça et le produit que vous aviez ici dans la présentation, soit celui-ci. Je vais juste venir avec le pointeur, donc celui-là. Donc je vais avoir les deux. À 50-50. Donc dans tous les cas où j'ai une molécule plus son énantiomère, toujours 50-50. 50 d'un énantiomère plus 50 d'un autre énantiomère, je vous rappelle que j'en ai parlé un petit peu dans le chapitre 3, ce sont des mélanges racémiques. Donc avoir un 50% d'un énantiomère plus 50% d'un autre énantiomère, ce sont des mélanges racémiques qu'on va obtenir. Maintenant, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, cette réaction-là. Il y a un mécanisme un petit peu particulier. Parce que juste regarder les produits, ça n'a pas l'air d'être trop difficile, trop différent de ce qu'on a vu précédemment avec les autres additions. Mais le mécanisme, il est vraiment différent de ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas par un carbocation. Donc ça va être vraiment très important pour vous, vous rappeler que ce mécanisme-là ne passe pas par un carbocation, il va passer par un autre type d'intermédiaire très particulier. Donc ici, la première étape qu'on va avoir, c'est qu'on a un BR2 ou un Cl2. Évidemment, dans une molécule de BR2 ou de Cl2, le lien qui est là, ce n'est pas un lien polaire. Mais par contre, les bromes et les chlores, ainsi que les iodes, sont des molécules qui sont facilement polarisables parce qu'ils ont beaucoup d'électrons qui se promènent. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un certain moment donné, ça se peut qu'il y ait plus d'électrons vers un brome, tandis que l'autre va avoir un petit peu plus de déficience en électrons, juste parce qu'ils se promènent. Okay? Ce n'est pas parce qu'il y a un dipôle constant, c'est un dipôle instantané dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un côté va être chargé partiellement positivement, donc électrophile. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre double liaison, qui est nucléophile, va vouloir réagir avec cette portion-là qui est électrophile. Donc, une première flèche va être dessinée. Donc, cette première flèche-là va être dessinée pour aller vers le brome. OK? Donc, ça, c'est votre première flèche. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'autre brome va se détacher en prenant les électrons du lien. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'on s'attendrait. On s'attendrait à ces deux flèches-là. Par contre, vous allez remarquer que j'ai fait une troisième flèche qui pointe vers un des deux carbones, là, celui que vous voulez, de la double liaison. Cette flèche-là, cette troisième flèche-là, elle est super importante. Dans le manuel, souvent, on oublie de l'indiquer, même si on prend pour acquis comme quoi elle se fait. OK? Donc, même si on ne l'indique pas dans le manuel, moi, je veux le voir, cette troisième flèche-là, parce qu'elle est là, elle est présente lors du mécanisme. Je ne sais pas pourquoi votre manuel ne l'indique pas, vous devez toujours le faire. OK? Elle devrait toujours être présente. Donc, le brome, pourquoi il y a une troisième flèche? Parce que le brome, il y a beaucoup d'électrons. Contrairement à un hydrogène, dans le cas de HX, on n'avait pas beaucoup d'électrons sur l'hydrogène, on venait juste le chercher, puis l'autre portion s'en allait. Mais dans le cas du brome, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas laisser le carbocation se former. Ce qu'il va faire, c'est que lui, le brome, va venir partager ses électrons avec les deux carbones. Donc, il y a un des carbones qui va faire un lien avec le brome en utilisant les électrons de la double liaison, puis le brome va faire un lien avec l'autre carbone de la double liaison en utilisant ses propres électrons. Donc, on se retrouve avec un brome ici qui va avoir à la fin deux doubles libres et deux liens. Donc, il va être chargé positivement et il va former comme une espèce de cycle à 3. Donc, le brome et les deux carbones. On pourrait faire ça avec le chlore. Ça ferait la même chose. On aurait le chlore puis les deux carbones.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris la double liaison ici, puis je l'ai amené de côté. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez le laisser sous la forme stylisée. La seule différence, c'est que si vous la mettez de côté, vous allez avoir plutôt cet intermédiaire-là présenté. Je vais juste faire un zoom un petit peu plus. Oups, excusez. Ici, comme ça. Soit présenté comme ceci, ou vous allez avoir aussi l'autre possibilité qui est celle-là. Donc, soit le brome vers l'avant ou vers l'arrière. Ça revient pas mal au même. Que vous utilisez celui-là ou celui-là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la forme que je vous présente, qui est la suivante, elle est équivalente à une des deux autres molécules ici, donc soit celle qui est là ou celle qui est là. Donc, c'est équivalent. Donc, si vous préférez utiliser ça, c'est correct, mais vous pouvez utiliser une des deux autres dessins que vous êtes peut-être plus familier, soit la forme stylisée normale avec le brome, soit qui va faire une espèce de cycle vers l'avant, là, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a libéré un BR-. Donc, le BR-, c'est notre nucléophile pour la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est de prendre cet intermédiaire-là. L'intermédiaire qui est ici a un nom particulier. Il s'appelle un intermédiaire bromonium. Donc, ce n'est pas un carbocation, c'est vraiment un intermédiaire bromonium. Donc, durant la réaction, il n'y a jamais la formation d'un carbocation. Là, faites attention parce qu'il y a des fois des gens qui regardent dans votre manuel, ils vont feuilleter les chapitres, puis en feuilletant, ils vont regarder les images. Puis dans les images, ben, il y a les mécanismes qui sont présentés. Sauf que des fois, ce qui arrive, c'est que dans votre manuel, il vous présente certains mécanismes, mais c'est écrit en dessous que la réaction ne fonctionne pas avec ce mécanisme-là. Mais les gens ne lisent pas le texte et ils vont juste voir « Ah, il y a la formation d'un carbocation avec BR2 ». Mais ça, en dessous, c'est écrit « Mais la réaction ne passe pas par ce mécanisme-là ». Puis là, les gens s'obstinent avec moi dans les devoirs ou dans l'examen, comme quoi ben, j'ai utilisé ce qui est écrit dans le manuel, ce qui est dessiné comme mécanisme. Mais là, après ça, quand je viens présenter, ben, c'est parce que tu n'as pas lu en dessous, c'est écrit que le mécanisme de BR2 ne passe pas par un carbocation, mais passe plutôt par un ion bromonium ou, dans le cas du chlore, un intermédiaire chloronium. Donc, faites très attention de passer vraiment par cet intermédiaire-là en formant votre mécanisme complet pour la première étape, que ces trois flèches-là. Maintenant, lorsqu'on a le BR- qui va venir réagir avec notre intermédiaire bromonium, pour la deuxième étape, il y a deux possibilités. Le BR- peut soit attaquer sur le carbone qui est ici, puis ouvrir le cycle, ça veut dire prendre le lien entre le carbone et le brome, puis le ramener vers le brome, ou encore le faire de l'autre côté, sur l'autre carbone, puis ouvrir l'autre lien à la place. Donc, il y a deux possibilités. Dans les deux cas, puisque j'ai le brome qui est ici, hein, le brome, il est en haut, là. Donc, il est en haut de la molécule. Ça bloque tout accès au haut de la molécule parce que le brome, c'est un gros atome. Donc, le Br-, lui, ne peut pas facilement venir de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que le Br- doit absolument attaquer les carbones pour pouvoir continuer la réaction dans la deuxième étape du mécanisme. Il doit s'approcher de façon opposée à l'autre brome. Donc, c'est pour ça que l'addition est une addition qu'on dit anti. C'est parce que, donc ici je fais juste spécifier que le chlore c'est chloronium, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le brome doit attaquer par en dessous, parce que l'autre brome qui est en haut présentement, okay? Donc dans l'ion bromonium, on l'a dessiné vers le haut de la molécule. Fait que l'autre brome doit attaquer par en bas, et là on devrait toujours partir de doublet libre. Donc ici, là, il devrait avoir un doublet libre là, puis un doublet libre là. Ici, je vais juste... c'est pas très beau, là, mais juste pour que vous puissiez voir. Donc, il y a un doublet libre là, puis un doublet libre ici. Donc, on part toujours nos flèches de doublet libre. On vient attaquer sur le carbone. Donc, ça pointe vers le carbone ici. Puis, on prend les électrons du lien, puis on les amène vers le brome. OK? Donc, ma flèche n'est pas super bonne, là. Elle devrait être vraiment plus proche vers
le brome. Donc, on prend les électrons du lien vers le brome. Ça nous donne la première option qui est ici. Donc, la première molécule. Tandis que si je fais le contraire, je prends des électrons, j'aurais pu prendre le même doublet libre, là, ça n'a pas d'importance, mais qu'à la place, j'attaque avec le Br- sur l'autre carbone. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, je vais placer mon Br ici vers le bas, donc ici, tandis que l'autre brome, lui, va être accroché vers le haut de la molécule, mais sur l'autre carbone, donc comme ceci. Donc, vous pouvez voir, dans le rouge, j'attaquais en bas, mais du côté gauche, puis le Br restait attaché, mais du côté droit, tandis que dans l'autre option, le Br vient s'attacher à droite, tandis que le Br qui est en haut reste attaché à gauche. Donc, clairement, on voit les deux molécules qui sont obtenues, puis dans le cas qui est là, il y a une différence entre ces deux molécules-là, c'est que ce sont des isomères optiques l'un de l'autre. Plus précisément, ce sont des énantiomères. Donc, vous pouvez vous le noter. Vous avez un énantiomère ici, puis un énantiomère dans le cas qui est là. Et ce que je vous ai spécifié, c'est qu'on a 50% de lui et 50% de celui-là. Il n'y en a pas un des deux qui est préféré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence pour l'attaque, soit d'un côté ou de l'autre. Donc, dans le cas qui est ici, on a 50-50. Je vous rappelle que ça, c'est un mélange qu'on appelle un mélange racémique. Donc, on va avoir un mélange des deux énantiomères lorsqu'on fait l'addition de Br2 ou de Cl2. Si on forme un carbocation qui est... pas un carbocation, excusez, un carbone chiral. Donc, dans le cas qui est ici, vous voyez, Br, CH3, H et le CH2Br, c'est 4 groupements différents. Donc, on a un carbone qui est chiral. Et donc, dans un cas, il est R, puis dans l'autre cas, il est S. Donc, lequel est lequel, il faudra regarder. Mais il y en a un qui est R, l'autre est S. Donc, qu'est-ce que moi, je vous montre ici, c'est juste que les deux possibilités existent. Donc, j'ai mon ion, ici, j'ai mes deux étapes. Soit la première étape pour former mon ion bromonium. Donc, ça me demande d'énergie, j'arrive à mon ion bromonium. Puis, j'ouvre mon ion bromonium à l'aide de Br- pour former mes deux énantiomères. Mais les deux énantiomères sont équivalents en énergie, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas un qui est plus préféré. Puis, ils partent tous les deux du même intermédiaire, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de préférence. Donc ici, dans le cas qui est là, ils ont la même valeur d'énergie à la fin, donc il n'y a pas de préférence pour un des deux énantiomères. Donc, qu'est-ce que moi je vais vous demander? Je vais vous demander de regarder cet exercice-là. L'exercice 3 est sur une représentation d'un mécanisme réactionnel de l'addition de Cl2 sur le E pente 2N. Donc, j'ai vraiment le E dans ce cas-ci. Puis, je veux que vous montriez toutes les possibilités d'attaque. Ça veut dire, à la fin, il y a deux molécules différentes. Là, cette réaction-là, il faut vraiment utiliser la 3D. On n'a pas le choix. Mais je vais quand même vous montrer la 3D pour les autres réactions par la suite dans la prochaine capsule. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est de répondre à cet exercice, donc de me dessiner le mécanisme. Vous pouvez prendre à peu près une dizaine de minutes maximum. Puis, dans la prochaine capsule, vous allez avoir la réponse de cet exercice-là. Puis, vous allez avoir ensuite un petit peu plus de détails sur la 3D, la 3 dimensions pour les réactions qu'on avait vues précédemment, soit HX ou eau en milieu acide. Donc ça conclut maintenant la deuxième capsule. Donc vous allez avoir la réponse dans la troisième capsule du chapitre 5. Sinon, à la prochaine!